15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité. Les Américains ont Bradley Cooper. Nous avons Tom Leb. Je ne sais pas s'il va aimer la référence, mais elle est dite. Acteur, humoriste et chanteur français, vous avez pu l'apercevoir récemment dans le téléfilm Le Livreur de Noël aux côtés d'Ariel Dombal, diffusé sur France 2. Aujourd'hui, Tom Leb vient nous voir pour son nouvel album Bedrock, inspiré de ses influences anglo-saxonnes. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invité en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Tom Leb. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir votre actualité. Mais je sais que vous venez de rentrer. Vous étiez tout récemment jury au Festival de l'Alpe d'Huez. Oui. Comment c'était ? Une merveille. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir sur votre émission. C'est un plaisir. Le Festival de l'Alpe d'Huez, c'est un des meilleurs festivals que j'ai pu connaître. Dans l'ambiance, dans la proposition, les choix de films, le palmarès, c'est un vrai bonheur d'être là-bas et je reviens d'une semaine de grand plaisir. Qu'est-ce qui est sorti du lot ? Ce qui est sorti du lot, c'est le film de Johan Dionnet qui s'appelle Avignon, qui est une romance, on va dire une comédie romantique réussie sur le Festival d'Avignon, une histoire d'amour qui se passe pendant le Festival d'Avignon. Donc c'est un film sur une troupe d'acteurs qui rejoint le festival et qui, en 3 semaines de temps, vit pas mal de choses drôles, parfois touchantes, et donc au milieu de tout ça, il y a une histoire d'amour très très belle. Ça m'amuse parce que vous, le Festival d'Avignon, vous l'avez connu, ouais. Et vous avez vécu un moment dans votre carrière qui a été un peu moteur dans cette rencontre avec le public. Oui, je pense que c'est. Vous faites allusion en fait qu'on jouait dans la rue, ouais. C'est ça, ouais. C'était quel souvenir, bien sûr. On avait Kevin et moi, c'était à l'époque du duo, Kevin et Tom. J'avais ma guitare et un micro et tout ça, et Kevin se mettait autour de moi et par sa folie et par son enthousiasme, il arrivait à créer une espèce de demi-cercle autour de la guitare, quoi, et on donnait les tracts à toutes les personnes qui se mettaient autour, et ça. Moi, ça m'a appris vachement de choses, en fait, d'être dans la rue comme ça, en plein cagnard, à cramer sous le soleil et à transpirer comme un fou pour essayer d'attirer du monde vers nous et donner un maximum de tracts, en fait. On va en parler dans un instant de Kevin et Tom, et cette émission, c'est aussi l'envie de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Tom Leb, et je vous demanderai pour ce faire 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Oh là là. Je sais pas trop, malheureusement. 3 mots. Je dirais passionné par le métier, par ce métier. Je dirais c'est très difficile de me définir en 3 mots. Ok, passionné. J'ai peur de ralentir le rythme de votre émission, ça me fout. C'est du vrai direct, hein. C'est l'occasion de le découvrir, parce que si t'es enregistré, on aurait coupé. 5 minutes. Bien sûr. Bon, et peut-être que vous avez 2 autres adjectifs à me donner maintenant qu'on se connaît. Ah non, mais moi, j'ai secondes. pas le droit de faire ça. C'est vraiment très personnel. On va le découvrir sans doute tout du long dans cette émission, votre personnalité. Et alors, le début, toujours le début. Tom Leb, vous êtes né un 21 mars dans les années 90 à Paris. Vous êtes le fils de l'humoriste, bien sûr, Michel Leb, et de la journaliste Béatrice Malissé, entouré de vos 2 sœurs, Fanny et Elsa. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi, vous vous êtes construit ? J'avoue avoir eu une très belle enfance, très joyeuse, avec évidemment un père... et une mère d'ailleurs, mais un père aussi fou sur scène que dans la vie, donc on avait beaucoup de soirées très joyeuses et une mère très présente aussi, mon père très présent, voilà. Donc j'avais des parents présents, bien que souvent en tournée, et une enfance, comme je disais, très joyeuse, avec 2 sœurs avec qui je m'entendais très bien, donc rien à dire véritablement. Vous étiez quel genre de petit garçon ? Distrait, ça c'est sûr, distrait, un peu hyperactif, envie de faire plein de choses, passionné par le foot jusqu'à 10-12 ans à peu près. Après ça a été le tennis, mais voilà. Donc un peu le cliché du gamin blondinet qui court partout derrière un ballon et qui a du mal à se concentrer. À 13 ans, tout jeune, une première expérience professionnelle, on va le dire comme ça, puisque vous allez démarrer votre carrière sur les planches aux côtés de votre père dans Madame Doubtfire. Quel souvenir cette première fois qui m'est chère pour vous ?
Souvenir exceptionnel, mais je raconte souvent cette histoire qui est, je trouve, une histoire assez belle. Je me retrouve donc sur scène en tournée avec mon père et depuis quelques dates déjà, c'était peut-être la 10-12e date que je faisais, depuis quelques dates, je ratais un effet comique. Et mon père avait décidé de se mettre de dos au public pour cette 10e représentation, pour me donner le rythme véritablement de la réplique, puisque je n'avais pas encore la notion du rythme, évidemment, à 12 ans. Et donc il s'était mis de dos et m'avait fait signe de la main pour me retenir, et lorsque lui pensait et savait que c'était le moment d'y aller, il avait claqué des doigts pour me lancer la réplique, et du coup j'avais dit la réplique au bon moment, et ça avait eu son effet, quoi. Son effet. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous tombez dans la potion, comme on dit? Pas vraiment, parce qu'à ce moment-là je suis encore complètement dans mon rêve de devenir un joueur de tennis. Donc je fais du tennis 6 heures par jour, toute la semaine. Je suis en sport-études. Donc j'essaie de tourner sur Madame Doubtfire, mais je reviens très vite sur le terrain et je pense qu'à ça. C'est plus tard, en fait. C'est quand j'étais à l'école à 18 ans, que j'ai passé mon bac, que je me suis retrouvé dans une école avec une scène et j'ai commencé à écrire des sketchs et je me suis retrouvé sur scène devant tous les élèves et devant un public acquis. Mais vite, ça m'a fait pousser des ailes, en fait, et ça m'a donné envie de le faire. À ce moment-là, à 18 ans, vous décidez de partir aux États-Unis. Vous allez prendre des cours de théâtre, de cinéma, de chant, de danse dans les grandes écoles de New York pendant 5 ans. D'abord, pourquoi là-bas et pas ici ? Je pense que c'est un mélange entre cette admiration que j'avais pour le travail des Américains, déjà depuis très jeune, sans vouloir dire que le travail des Français n'est pas bon, hein, mais c'est on va dire que j'ai été très sensible à ce qu'ils faisaient, ce qu'ils proposaient, et peut-être qu'à ce moment-là, à 18-19 ans, j'ai envie de m'éloigner de la référence qui est souvent faite à mon père, et j'ai besoin, à 18 ans, de me trouver, d'être dans un lieu où je m'appelle seulement Tom, et voilà, il n'y a pas cette espèce de jugement qui est positif, hein, parfois, hein, mais où ça me met tout de suite dans tu sais faire ça, bien sûr, hein, avec ton père, évidemment, tu sais le faire. Et donc, une espèce de truc un peu facilement acquis, et j'avais envie de me trouver, quoi. Donc, je suis parti à New York, et finalement, je suis resté 5 ans. Là-bas, il y a peut-être une exigence aussi différente, un peu dans ce que vous venez de nous dire, différente de ce qui se passe en France. Pour le jeu d'acting, qu'en est-il pour la musique ? Puisque la musique va se révéler clairement pour vous là-bas. Oui. J'ai un ami qui laisse sa guitare chez moi, j'ai 18 ans, 19 ans. Il laisse sa guitare pour le week-end et je découvre l'instrument en lui demandant je peux la sortir de l'étui. Il dit oui, vas-y. Et donc j'ai jamais touché une guitare de ma vie, et c'est à ce moment-là que coup de foudre exceptionnel avec l'instrument, et je me mets à regarder sur YouTube comment on fait un do, comment on fait un ré, comment on fait un sol, et depuis c'est une histoire d'amour qui continue, quoi. Ouais, vous êtes complètement autodidacte, on peut le dire, parce que vous apprenez tout seul pendant pas mal de temps. Résultat, en moins d'1 an, vous mettez déjà à composer avec des influences diverses. 3 influences qui sont sorties du lot, mais je vous laisserai nous les dire. Ouais, je dis souvent John Mayer. Je dis bon choix, très bon choix. C'est vrai, titre. il y en avait énormément. Et c'est vrai que celle-là, je trouve que c'est la moins commerciale. Bien sûr. Et la plus élitiste, si je peux dire comme ça, avec ce côté un peu jazzy soul. Bien sûr, ouais. Ok. Donc cette chanson-là, principalement, vous berce. Gravity me berce, ouais, absolument. Je découvre cet artiste à 16 ans déjà, 16, 17 ans, 18 ans, voilà, et je me passionne pour sa musique et ses morceaux, ce côté folk où vraiment la guitare est un des acteurs principaux de chacun de ses albums. Et je deviens fou, en fait, et je me mets à être inspiré par lui, mais au quotidien, en fait. Il paraît que les guitaristes le détestent. Alors je me demandais pourquoi, peut-être parce que il joue jamais pareil, et ça peut être très stressant pour un pro. Peut-être, mais il paraît que les guitaristes le détestent. Ouais, j'ai lu ça. Ah bon ? Ouais. C'est pas vrai. Mais peut-être pour cette raison-là, parce qu'il doit être compliqué à suivre, compliqué à comprendre, à déchiffrer. À déchiffrer. Ah oui, peut-être, mais en général, il est plutôt idolâtré. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, oui. Un autre artiste aussi que vous aimez beaucoup, c'est Ben Howard. Ah oui. On va écouter. C'est aussi bon choix. Conrad. Ouais. Voilà, très fort. Et un autre artiste également, Matt Corby, et là c'est un must. Ah bah oui.
ce mec. Incroyable. Scandale. Alors ces 3 artistes vont vous bercer, mais sur ce titre-là, il s'intitule Brother. Dans votre dernier album, Bedrock, il y a Brothers. Ah oui, oh là là, j'avais même pas... Ouais. Et je me suis demandé si c'était important d'être un frère pour ses sœurs chez vous. C'est une bonne question, ça. Et c'est une bonne question, et oui, absolument. C'est important, c'est très important. J'ai une relation très spéciale avec chacune de mes sœurs, une relation très différente. Et elles sont très très présentes dans ma vie. Et j'espère qu'elles pourront dire la même chose de moi. Mais ouais, on a une fratrie qui est très belle. Je sais que vous soutenez beaucoup votre sœur Fanny, qui est aussi dans la musique et qui va sortir un album prochainement. Ouais, absolument. Alors là, pour le coup, elle est toute seule dans son histoire. Elle a fait son album toute seule avec son co-auteur, coproducteur, co-arrangeur, on va dire. Et sur les 2 précédents albums de Fanny, j'ai intervenu sur les textes. Je l'ai aidé à écrire les textes, mais c'est tout. Le reste, elle a toujours été mélodiste et arrangeuse et tout ça. Et là, pour le coup, elle a écrit un album en français, elle se lance toute seule, elle a écrit les textes toute seule, mélodie toute seule. Donc j'ai qu'une hâte, c'est que vous découvriez parce que c'est absolument magnifique. Vous chantez en anglais, est-ce que le français, ça vous attire ? Oui, ça m'attire, mais aujourd'hui, je m'en sens pas capable, dans le sens où j'ai pas encore trouvé l'angle, j'ai pas encore trouvé la véritable couleur qui pourrait me convenir. Parce que voilà, quand on se pointe sur scène avec sa guitare et avec ses textes, voilà, il faut vraiment être à l'aise avec ce qu'on dit, ce qu'on raconte. Et pour l'instant, toutes les fois où je me suis essayé à l'exercice d'écrire en français, j'étais pas convaincu de ce que je faisais, quoi. Donc, voilà. Tom Leb, de retour à Paris, vous avez 23 ans, vous êtes choisi pour jouer dans 2 sitcoms, Sous le soleil de Saint-Tropez, Section de recherche. On vous verra dans près d'une dizaine d'autres par la suite, de Nina, Infidèle, Plan B, Scène de ménage, L'amour presque parfait, ou encore Les combattantes d'Alexandre Laurent sur TF1, ou encore Un gars, une fille au pluriel, et bien d'autres. Dans le même temps, le cinéma aussi vous tend les bras, avec le film Parole de Véronique Mucré-Rouvérolis, pour la première fois, suivi d'Avis de Mistral de Jean Reno. Vous avez une quinzaine de films en salle à votre actif, dont les derniers Edmond de Michalik, évidemment, 8 rues de l'humanité de Danny Boone, ou encore Nouveau départ de Philippe Lefebvre aux côtés de Karine Viard et Franck Dubosc, Dogman de Luc Besson, Les cadeaux de Raphaël Moussafir et Christophe Offenstein. Récemment, 2 téléfilms, Le vent des sables et Le livreur de Noël de Cécilia Rouault. Est-ce que vous avez un rôle rêvé qui vous plairait énormément ? Je crois qu'on a tous quelque part un rôle rêvé, mais je ne saurais pas dire lequel. C'est-à-dire, en fait, je crois que si j'avais un rôle rêvé, je ne rêverais plus de ce rôle. C'est-à-dire que... Alors, je me permets de cette question-là. Est-ce que vous rêverez d'un rôle qui vous transforme totalement, qui ne soit pas vous ? Oui. Par exemple, j'ai eu Grégory Fitoussi en face de moi, et c'est un lapsus qui me dit « Mon rêve, c'est de jouer une femme ». Ouais. Et donc, est-ce que, voilà, ça vous tenterait un rôle comme ça, ou plutôt un rôle de grand méchant, de grand bandit ? Ouais, en fait, pour être franc, et je casse un peu l'enthousiasme de votre question, mais en fait, je ne rêve pas vraiment d'un rôle, puisque je pense que se laisser surprendre par ce que propose quelqu'un, c'est aussi la magie de ce métier. Et je pense que de rêver spécifiquement d'un rôle, on l'aura jamais. Ou alors on se met à écrire soi-même pour s'écrire son propre rôle. Mais moi je pense que ce qui est excitant aussi, c'est de se laisser surprendre par l'appel d'un réalisateur un jour qui dit « Écoute, j'ai pensé à un personnage pour toi. Ok, c'est l'histoire d'un mec. Bon, il a qu'une jambe. Hein. Il est fou, il est sous drogue. Et il va décider et là soudainement tu vois, le personnage il gonfle et tu vois putain, j'aurais jamais pensé à ça, mais ça me paraît fou. Vas-y, voilà, on a l'idée, Tom Leb. Voilà, un unijambiste drogué. Très bien. Et puis la scène où on vous découvre, bien sûr, il y a plus de 10 ans maintenant, dans un duo comique avec le comédien Kevin Levy. Vous allez faire la première partie de Gad Elmaleh ensemble à l'Olympia. Vous allez remplir de nombreuses salles parisiennes. Extrait. Est-ce que tu sais où se situe le Périnée ? Ah oui, c'est une chaîne de montagne dans le sud. Ne danse pas, ne danse pas. Oh, je fais attention. Hey, on est en tracteur. Ah, moi je suis en voiture. Et justement, Kevin avait un petit mot pour vous. On m'a demandé de raconter une anecdote, mais une anecdote. Il y en a tellement en 7 ans de duo, on aurait pu faire une émission entière sur les anecdotes. Mais je vais en faire une, c'est une des premières qui nous avait fait beaucoup rire. Est-ce que tu te souviens la fois où on était à l'Olympia en première partie de Gad Elmaleh, c'était la première fois qu'on fait sa première partie.
c'est ce 1er mai. Et juste avant de monter sur scène, tu as une idée lumineuse d'impro. Et tu me dis juste avant, je vais enlever ma basket. Je te laisse raconter la suite puisque j'étais comme un con tout seul à improviser. Je t'embrasse fort, je t'aime fort. À bientôt. Salut mon pote. Merci beaucoup à Kevin Lemby pour ce petit mot qu'il vous a laissé. Je suis très touché de l'entendre, ça me fait tellement plaisir de l'entendre. Cette anecdote alors. Il a quasiment raconté la totalité de l'anecdote, mais c'est vrai que je sais pas ce qui me prend à ce moment-là. On est vraiment 30 secondes avant de rentrer en scène, l'Olympia est complet. Et je dis, mec, je sais pas, je vais rentrer avec une basket. Et je vais avoir l'autre basket dans la main. Et il me dit, mais pourquoi faire ? Je dis, je sais pas, je pense que c'est drôle. Il me dit, mais les gens vont se demander ce qui se passe. Le sketch n'aura même pas commencé. Il y aura plus d'études dans la tête des gens sur ce qui est en train de se passer. Bien sûr. Et à peine il a fini de donner son argument, j'ai déjà retiré la chaussure et je tire la basket dans la main. Et on rentre en scène. Et il me dit dans le noir, il me dit, mais il va bien falloir que tu ailles la remettre, cette basket. Et c'est ça. Donc je sors de scène. Après le spectacle, totalement. Non, avant de jouer le sketch. Parce qu'on rentre en scène, on fait un petit blabla de 10 secondes et j'ai une basket dans la main. Et après, on sort de scène. Enfin, moi, je sors de scène pour remettre la basket, pour pas la remettre devant tout le monde. Donc, il est resté 45 secondes tout seul à l'Olympia, à improviser. À devoir combler pendant 45 secondes et inventer une histoire. Cette idée complètement farfelue d'arriver avec une seule chaussure dans la main. Enfin, bref, c'est complètement fou. Tom Leb, comment est né ce duo, Kevin et Tom ? Je crois qu'il est né assez rapidement. Oui, je rentrais des États-Unis et puis je suis invité à une soirée chez Kevin et c'est lui qui m'ouvre la porte et on a passé 3 minutes sur le palier à se dire des conneries et à rire des conneries de l'un et de l'autre et il y a eu un coup de foudre dans la seconde. Un coup de foudre aussi du fait que vous avez les mêmes passions. Quand on vous connaît, pour connaître un petit peu Kevin, vous êtes comédien, chanteur, musicien, vous aimez sans doute les mêmes choses, vous avez les mêmes passions, donc ça fait naître ce duo qui va rester ensemble pendant 6 ans. Vous allez également poursuivre cette aventure en web-série sur les réseaux sociaux. Ouais. Et après cette expérience, vous allez retrouver le théâtre. En tout cas, le théâtre va vous trouver. Tom Leb dans le rôle de Léo Volny dans la pièce Edmond, sous la direction d'Alexis Michali, que vous avez joué également au cinéma. Pour la 3e fois récemment, aux côtés de Katrina Murino, Sarah Biasini, Vincent Dezania, entre autres, dans La Veuve rusée de Carlo Goldoni, mise en scène par Giancarlo Marinelli. C'était au Théâtre des Bouffes Parisiens. C'est une pièce sur le féminisme où vous étiez a priori brillant. Ça, c'est Hélène Kuttner qui va nous en parler dans un instant. Mais d'abord, et je le sais, il va y avoir une tournée. Est-ce que vous partirez en tournée ? Bien sûr, février 2026. Eh bien, on en parle dans un instant, vous restez avec nous en deuxième partie de cette émission. Tom Leb, dans votre carrière, on l'a évoqué il y a quelques minutes, la musique, un premier single d'abord, il y a 7 ans, Are We Too Late, qui a connu son succès, issu de votre premier album Recollection, qui déjà s'inspirait d'artistes que vous aimiez. Il y a eu une version plus étendue, vous avez sorti ensuite Silver Lining, aujourd'hui un nouvel album Bedrock, aux sonorités folk, pop, blues rock, c'est sorti le 6 décembre. C'est de nouveau influencé par ces artistes que vous aimez. Oui, mais j'ai aussi élargi un petit peu ma palette des influences, sans forcément donner de nom, mais je me suis mis à écouter des musiques un peu même des années 80, 90, et ça m'a vraiment élargi ma palette d'influences, on va dire, et ça m'a permis de composer des morceaux que je me serais jamais senti capable de composer il y a quelques années. Donc c'est un peu une maturité, quoi. J'avais très envie de faire découvrir à nos auditeurs un medley de cet album de qualité que j'ai trouvé brillant, vibrant, très sincèrement, vraiment, qui n'a rien à envier aux Américains, aux Anglo-Saxons. Je ne sais pas si c'est une consécration pour vous de dire ça, mais c'est très sincère et pour le coup, c'est vraiment mes influences, donc je peux le dire. Ah bah c'est totalement une consécration, c'est le Graal. On va écouter un medley. Merci.
Et puis ce titre, Trouble, que vous révélez aujourd'hui, Tom Leb, qu'est-ce que ça vous fait d'écouter tous ces titres en radio ? Alors, j'allais le dire. C'est assez étrange, j'ai l'impression de redécouvrir mon album puisqu'il n'y a que les refrains qui passent là et ça, en fait j'ai une grande fierté, j'avoue. J'ai une grande fierté de cet album, je l'aime passionnément, j'aime chaque titre. Je suis vraiment très fier d'avoir fait ça. Voilà. Fier parce que maintenant il ne vous appartient plus, et puis parce que maintenant il est dans nos mains. Est-ce que c'est un compliment pour vous de dire, enfin d'entendre qu'on n'a pas l'impression d'écouter un album, l'album d'un Français ? Oui. Oui, c'est un compliment, oui, dans le sens où ça veut dire que je n'essaie pas de me prendre pour un Américain et que c'est loupé parce qu'on entend des sonorités françaises. Non, c'est un compliment, oui, parce que moi j'adore le travail des Américains, donc ça, d'une certaine façon. Ça... Pour célébrer la sortie de votre album, vous avez donné un concert très attendu à l'Alhambra à Paris le 12 décembre dernier. Est-ce que vous aimeriez peut-être le jouer aux États-Unis ? Oui, mais ça me demanderait de partir et de quand même aller faire toute une promo là-bas. Je peux pas juste partir et faire un concert et attendre qu'il y ait du monde dans la salle, quoi. Ça demande du travail quand même. Vous allez rester avec nous, on va rester avec vous, Tom Leb, et continuer à parler de cet album, bien sûr. Bedrock, dans un instant, on poursuit cette émission avec la chronique théâtre d'Hélène Kuttner, le billet du jour d'Anouchka Monceau et puis le portrait de notre invité. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. À la une de l'actualité, la démission du chef d'état-major de Tsahal. Elle prendra effet le 6 mars prochain. Herzi Halevi a informé le ministre israélien de la Défense qu'il quittait son poste à la tête de l'armée israélienne. Il invoque sa responsabilité dans l'échec sécuritaire du 7 octobre. Après 3 otages ce week-end, 4 femmes seront libérées samedi prochain par le Hamas. Le groupe terroriste l'a annoncé à la mi-journée, mais il ne donne pas de nom pour l'instant. Tsahal, le Shin Bet et la police aux frontières lancent une opération antiterroriste à Jenin, en Judée-Samarie. L'intervention a débuté par une frappe de drone et des véhicules militaires sont arrivés depuis le poste de Dotan. Le but, détruire et neutraliser les infrastructures terroristes sur place. Le ministre israélien de la Défense condamne les violences contre les Palestiniens. Israël Katz appelle les dirigeants des habitants d'implantation à faire de même et il exige des poursuites judiciaires. Des habitants radicalisés d'implantation s'en sont pris la nuit dernière à des soldats de Tsahal et à des Palestiniens en Judée-Samarie. Donald Trump de retour à la Maison-Blanche. Le 47e président des États-Unis est entré en fonction hier. Donald Trump a annoncé plusieurs mesures controversées, notamment la libération de tous les émeutiers du Capitole, 1600 donc, même les plus violents. Nouvel acte antisémite en Australie. Une garderie juive a été incendiée la nuit dernière près d'une synagogue de Sydney. Il n'y a pas eu de blessés, les lieux étaient vides. Sur place, la police a retrouvé des graffitis antisémites. Et puis la mort de Bertrand Blier, le réalisateur de comédie iconoclaste et dialoguiste de talent, avec 85 ans. Et merci beaucoup Eva Soto. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on poursuit notre émission avec Tom Leb et mes chroniqueurs sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Après le succès du 5 décembre, Benjamin Pétrover revient à l'Écuge le 28 janvier.
Plus connu pour sa voix dans les médias, Benjamin Pétrovert dévoilera une autre facette de son talent, celle de chanteur. Des chansons, des anecdotes et le plaisir de chanter ensemble des grands classiques de la chanson française avec une touche israélienne. Prêt à monter à bord? Rendez-vous le 28 janvier avec Benjamin Pétrovert à l'Écuge. Réservation Écuge.fr au 01 53 20 52 52. Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. 15h33 en direct sur Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Tom Leb, pour son nouvel album Bedrock, où je vous disais, Tom, que je dois avouer que je suis assez épatée par un album extrêmement bien produit. Je sais que vous l'avez réalisé en 1 an et demi. Comment vous êtes entouré ? Je me suis entouré d'un, on peut appeler ça auteur-compositeur, co-arrangeur et coproducteur qui s'appelle Ben Mulletaler. C'est un nom suisse-allemand. Et ce mec-là est un gars avec qui je m'entends à merveille et qui m'a poussé justement à sortir un peu de mes habitudes musicales et de composition et qui est une grande raison pour laquelle cet album, j'en suis très fier aujourd'hui. Les paroles, c'est vous ? Oui. Tout est de vous ? Oui. Parmi vous étiez en concert à l'Alhambra, je le disais, parmi les artistes que j'ai trouvé excellents qui vous accompagnent, j'imagine les mêmes influences aussi ? Oui. Il y a quelqu'un que j'ai remarqué qui est l'excellente Nae. Qui vous accompagne. Je l'ai découverte lors d'une release party à la Favela Chic et elle méritait un petit clin d'œil. Je me suis permise de faire écouter, je me permets, la chanson Éclair. Bien sûr. Quelle voix. D'habitude, dans cette émission, il y avait une partie qui était un peu coup de cœur, où je faisais découvrir des artistes qui n'étaient pas forcément sur le devant de la scène. Et je me disais qu'elle méritait ce petit clin d'œil, Nae, qui vous a accompagné sur scène. Il y a un dernier titre, Trouble, que vous avez sorti, qui dépote. C'est aussi le titre rock de votre album. J'aimerais qu'on l'écoute. Il est à la fois captivant, poignant, mais il y a aussi des titres plus empreints de nostalgie. Et je voulais vous demander, puisque j'écoutais cette chanson qui est quand même péchue, je me dis, qu'est-ce qui vous trouble, vous, Tom Leb, en réalité ? Beaucoup de choses. Franchement, beaucoup de choses. Mais alors là, le mot anglais trouble ne veut pas dire trouble en français. Mais je suis troublé par tellement de choses dans ce monde que je préfère me créer mon petit monde de rêve et mon petit monde de composition artistique pour me sentir bien, quoi. Dans cet album, Bedrock, il y a 14 titres. Qu'est-ce qui était important de dire pour vous ? C'est un album qui raconte il y a plusieurs thèmes, mais je dirais un qui revient assez souvent, c'est une forme d'intégrité, c'est-à-dire pas chercher à plaire pour plaire, pas chercher à se démarquer pour se démarquer, voilà, faire simplement ce qu'on a en nous et le raconter du mieux possible. C'est ce que dit même Breakaway, qui est une façon un peu de ne pas suivre les conventions actuelles. Même il y a un titre qui s'appelle Wherever Leads the Road, qui est justement qui raconte un peu, c'est l'histoire de ma sœur, mais ça raconte comment être soi-même et comment simplement se faire confiance. Il y a des titres sur le temps qui passe, sur comment des choses nous échappent, et puis des histoires de cœur aussi, voilà. Cet album, en tout cas la manière dont vous avez d'en parler, il est totalement cohérent avec le style de musique que vous choisissez, parce que c'est un album un peu ovni dans l'industrie musicale que nous connaissons, qui a tendance souvent en radio à privilégier tout ce qui est urbain ou les codes de quotas français que veut la diffusion radio. Est-ce que vous dites, je m'en fiche, je fais ce que j'aime au moins ? Tout à fait. C'est ça l'état d'esprit ? Je ne développe pas plus parce que vous avez tout dit. Ouais. Je pense que c'est important. Un artiste, s'il veut se sentir bien, vraiment bien là où il est, il faut qu'il fasse ce qu'il aime. Je crois, très sincèrement. Ou alors c'est un businessman. C'est autre chose. Et il n'y a que de cette manière qu'il va être démarqué, qu'il va se démarquer et se faire remarquer, puisque quand on lit la presse, en tout cas sur cet album-là, la critique est excellente. Pour avoir épluché en travaillant cette émission, tout le monde dit que c'est un très très bon album, je le pense moi-même. Comment on doit l'écouter ? Je pense pas qu'il y ait un comment, chacun l'écoute comme il le veut, mais souvent on m'a dit en voiture ça fait du bien.
parce qu'il y a cet esprit un peu à l'américaine, justement. Il y a des titres un peu Bob Dylaniens, d'autres qui sont un peu 80s et qui font du bien aussi. Donc c'est un album de voyage, un peu. Voilà. Et vous nous faites voyager avec vous, Tom Leb. On va voyager Merci. encore puisqu'on va partir au théâtre maintenant avec Hélène Kuttner. Au théâtre. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, ravie de vous voir. Bonjour Tom Leb. Bonjour mademoiselle Anouchka. Bonjour, Hélène. Anouchka. Et bonjour à toutes et à tous. Cher Tom Leb, je vais vous faire un aveu puisque je vous ai en face de moi, je suis ravie. En fait, je vous revois encore en arlequin romantique, débordant d'énergie, assis en bord de scène, chantonnant à la guitare et chantant vraiment et jouant vraiment des romances d'amour italiennes tout près des spectateurs. C'était, dites-moi si je me trompe, c'était à l'automne dernier au Théâtre des Bouffes parisiens. La pièce s'appelait La Veuve rusée. Elle racontait l'exigence morale d'une jolie veuve courtisée par des prétendants plus roublards les uns que les autres. Elle finira par trouver le bon amoureux et le vrai amour. Vous étiez dedans et on va en parler. Goldoni crée la pièce à Venise en 1748, c'était hier. C'était un grand amoureux des femmes et un grand avocat des femmes. Cyrielle l'a dit tout à l'heure, ce qui n'était pas évident au XVIIIe siècle. Il fait le portrait d'une jeune veuve qui souhaite mettre à l'épreuve ses prétendus nouveaux maris. Alors dans le lot, évidemment, on est déjà en Europe, il y a un Anglais, un Français, un Espagnol, un Italien, qui se servent de vous, Harlequin, pour lui faire la cour. Mais la belle Rosaura, chaperonnée par sa servante marionnette, affirme sa volonté de choisir librement qui elle veut épouser, en soumettant ses prétendants à un stratagème subtil. Déjà au XVIIIe siècle, sacrée bonne femme de Goldoni. Et la pièce, elle est forte, elle est drôle, elle est cocasse, parce que sous des allures de comédie légère, elle passe en revue, en fait, les prototypes d'hommes imbus d'eux-mêmes, prétentieux de leur richesse, ainsi que les conventions sociales ridicules. Et vous, cher Tom Leb, vous interprétez au contraire un personnage virevoltant, chantant, dansant, inventant des intrigues. Ça m'a fait penser au Scapin, des Fourberies de Scapin de Molière, c'est exactement ça. Passant d'un personnage à l'autre à la vitesse de l'éclair pour lui rendre service. Alors je le disais tout à l'heure, Tom Leb, c'est la première fois qu'on le voit dans une pièce classique finalement. C'est vrai. Oui Cyrielle, et c'est vrai que j'ai été très surprise et cette expérience, je pense, risque bien de faire des petits tant le spectacle fonctionne bien parce qu'il va partir en tournée. Absolument, février 2026 jusqu'à avril, je ne connais pas encore les dates et les lieux, mais je sais qu'on va partout en France. Et ça s'est arrêté effectivement trop tôt. Alors il faut dire qu'il n'y a pas moins de 3 enfants de stars dans cette production. Sarah Biasini, qui est juste la fille de Romy Schneider, qui joue Marionnette, donc la servante de Rosaura. Pierre Rochefort, qui est le fils de Jean Rochefort et qui incarne le mélancolique comte italien, et vous, Tom Leb, digne fils de votre père Michel. Mais je dois vous l'avouer, j'avais pas vu l'affiche ni le programme avant et j'étais soufflée par votre talent, votre énergie, votre générosité d'acteur. Je me suis dit, qui est cet Harlequin ? Parce que votre présence, je l'ai appris là dans cette émission, elle est nourrie de théâtre, mais aussi de musique, d'enseignement américain. Vous jouez de la guitare, vous êtes polyvalent. Et souvent, comme dans la Commedia dell'arte, puisque cette pièce est issue de cet art, vous jouez avec vos partenaires. C'est-à-dire qu'on a l'impression que sur le plateau, vous vous amusez, que c'est drôle que vous vous amusez, alors qu'en fait, la pièce, elle est réglée comme du papier à musique. Tout à fait. Alors la production, ça vous donne envie peut-être de réagir davantage. Le texte classique et la mise en scène classique, on ne touche pas, donc il n'y a pas du tout d'impro ou de choses comme ça. Ouais. Non, c'était de l'amusement écrit en fait finalement. La production, c'est une adaptation du metteur en scène italien Giancarlo Marinelli, Hélène Kuttner. Oui, c'est une coproduction entre l'Italie et la France, entre Rome et Paris. J'ai cru comprendre que le metteur en scène italien ne parlait pas un mot de français au tout début. Donc ça devait être très chaud. C'est d'ailleurs une actrice italienne de cinéma qui joue Rosaura, Caterina Murino, et les costumes sont de toute beauté. Petite parenthèse, qui est la femme de Dana Youn dans Les 5 doigts de la main. Pour les auditeurs, ça leur parlera peut-être davantage. Voilà. Et donc, Caterina Murino, elle est dans des merveilleux costumes, et vous êtes tous dans des costumes magnifiques et qui sont créés à Venise par l'atelier de Stefano Niccolao. Il y a de la soie, des broderies, des dentelles, des camaïeux de tissu pastel. C'est un régal. La mise en scène, elle est effervescente. Tous les comédiens sont formidables. Et vous, Tom Leb, vous parvenez à réaliser une composition burlesque, pleine de surprises. Vous êtes un véritable feu follet, sans cesse mobile, qui roule des yeux, tortille son grand corps. J'arrête là parce que je pense qu'il faut
pour vous, mais pour tout la distribution et le spectacle. Il faut vraiment ne pas rater cette production qui est un vrai régal de comédie et qui est à la gloire des femmes libres. La veuve rusée Merci de Goldoni beaucoup. en tournée de février à mai 2026. J'aurais adoré la voir sur Paris dans l'espoir qu'elle revienne peut-être avant 2026. Peut-être qu'en tournée, il y aura de la région parisienne. On espère. Vous serez Merci. au courant. Avec plaisir. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Merci mille fois. Tout de suite, Merci c'est à le vous. billet du jour avec Anouchka Monceau. Le billet du jour. Bonjour Anouchka. Bonjour Cyrielle Sarah Cohen, bonjour Tom Leb. Bonjour. Quand j'ai dit à mes copines que j'allais faire une chronique sur un beau brun qui joue de la guitare, elles m'ont dit « Oh là là, t'as trop de chance. Tu nous diras s'il est sympa en vrai, hein, Enrico Macias. » Non, alors c'est bien Tom Leb que j'ai en face de moi. Hein, Tom, vous êtes, donc on l'a bien dit, le fils du célèbre Michel Leb et de Béatrice Malisset. On n'oublie sûr. pas les mamans. Merci. Surtout chez nous. J'ai regardé plein d'articles et de photos sur vous et on doit vous le dire à chaque fois, hein, mais sachez que vous avez une très belle guitare. J'ai rien trouvé en revanche en matière de religion, mais même si vous êtes scientologue, je suis prête à me convertir pour vous, Tom. Ouais, alors comme on est sur Radio J, hein, je peux le dire, je suis juive, voilà, ça fait du bien. Une juive en revanche ultra light, puisque je suis blonde, je m'appelle Anouchka Monceau et j'adore les sandwichs jambon beurre. Bon, tout ça c'est de la faute de ma mère, hein, parce que le seul dieu auquel elle croit, c'est Woody Allen. Pas mal. On l'excuse. Si je pouvais décrire ma mère en un seul mot, je dirais téméraire. Ouais, parce qu'elle veut tellement que je me trouve un juif qu'elle me forward des mails avec des brochures pour partir rencontrer des juifs célibataires en Israël. Ouais, alors on est d'accord que c'est pas le moment de partir en Israël, hein, Tom. Enfin, pas pour trouver l'amour. J'arrive pas à savoir si ma mère veut me trouver un mari ou se débarrasser de moi. Peut-être les deux. S'il y a des non-juifs qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas, être juif, ça ne s'attrape pas facilement. La preuve, ma mère a fait écouter Amir à mon ex et il est devenu antisémite. Je n'ai pas encore fait écouter l'album de Tom. On embrasse Amir. On en revient à vous, Tom. Comme dirait mon psy, j'arrête de parler de ma mère. En écrivant votre portrait, je me suis souvenu que vous alliez participer à l'Eurovision. Mais que c'est tombé l'année du Covid. Hein. Pas de bol. En même temps, c'est comme organiser sa bar mitzvah en 43 à Berlin. Hein. On sait que ça va être annulé. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de votre album, Bedrock. Moi, j'ai adoré vos titres. Hein. Mon préféré, c'est Nobody Know Me Like You Do. Ouais. Et je suis d'accord, Tom, Nobody Know You Like I Do. Je fais la traduction parce que, visiblement, vous avez oublié les sous-titres Westepher dans votre album. Hein. Personne te connaît mieux que moi. Voilà, bon, c'est ce que dit mon psy tous les lundis. Ah, c'est l'heure de mes médocs. En parlant de lundi, hier c'était le Blue Monday. Alors c'est pas le titre de votre prochain album, Tom, mais ça serait le jour le plus déprimant de l'année. Blue comme to feel blue, être déprimé à cause de la météo, des résolutions de la nouvelle année non résolues, du signe affreux de Elon Musk. Mais cela dit, on pense très fort à toutes les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, en particulier à tous les jeunes Américains qui ont cru ne plus avoir TikTok pendant 24 heures. En même temps, ils l'ont payé cher puisque Trump a ressuscité TikTok, mais aussi les Village People. Ah oui, avec la Corée en Bien plus. sûr. Bravo Anouchka. Moi, le Blue Monday, c'est un peu tous les jours vu que je suis ashkénaze. Hein. Et quand je vous regarde, Tom, ça me donne le blue. Pardon, mais vous êtes tellement parfait que ça en devient déprimant, quoi. Vous êtes au cinéma, au théâtre, humoriste, chanteur, bilingue, guitariste, plutôt beau gosse. Et en plus, vous avez l'air sympa. Vous avez bien quelque chose qui cloche, non? Je sais pas, moi. Vous avez les doigts de pied collés. Vous vous faites passer pour Brad Pitt sur Internet. Vous êtes juif? Ah, c'est l'heure de mes médocs. Bon, allez, c'était peut-être le Blue Monday hier, mais c'était aussi un super Sunday parce qu'on a libéré 3 otages. Alors, Happy Tuesday, Shalom et à bientôt. Merci beaucoup Anouchka Merci à Monceau vous. pour cette première chronique sur l'antenne de Radio J. Merci 1000 fois. Première chronique. Et oui, Oui. première fois, première super. chronique. Génial, on est Bravo. d'accord. Félicitations. Est-ce qu'on peut vous voir sur scène? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut venir vous chercher, tout simplement, même les réseaux sociaux? Dites-nous. Oui, alors j'ai sur mon Instagram Anouchka Monceau, comme le parc Monceau, si on nous écoute. On est à côté, en et plus. oui, exactement. Comme le parc Anouchka. Et je joue dans tous les comédie clubs où on veut bien de moi. Et je vous remercie Cyrielle Sarah Cohen, c'était un plaisir. Merci Tom Leb. Merci Bravo, beaucoup. bravo. On se dit à très Félicitations. vite, évidemment, sur l'antenne de Radio J. L'introspection.
Cher Tom, dans cette émission, une citation tout d'abord d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière, elle est concentrée dans un seul instant. » Essayons de faire ça maintenant avec quelques petites phrases qui semblent bateaux pour essayer d'avoir une réaction, une anecdote au mieux. La première, parfois on donne plus de place aux défunts qu'aux vivants. C'est vrai. C'est vrai, parfois les défunts existent après leur mort et existent très très fortement et autant dans les souvenirs que parfois si c'est un défunt, je veux dire si c'est un artiste, soudainement il est repris de partout. Donc c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Et tant mieux peut-être. Est-ce que le sentiment, c'est un jugement ? Non. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais. Ouais. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ouais. Seul on va plus vite, pas sûr. Mais ensemble on va plus loin, sûr. Ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je suis d'accord, ouais. Pourquoi ? Parce que, rien que par exemple, le duo comique que j'avais avec Kevin, c'est l'histoire, c'est-à-dire la quête, c'est-à-dire la route qui nous a marqués. Parce que déjà, en tant qu'artiste, on n'a pas de ligne d'arrivée. Déjà, pour commencer. Donc, en fait, toute notre course, toute la vie, c'est une course. Parce que, à moins qu'il y ait un artiste un jour qui vienne ici qui dise « Moi, j'aurais terminé quand j'aurais soulevé un César ou quand j'aurais soulevé un Grammy Award », non. Non, un artiste, il continue. Donc, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Donc, la quête, c'est constant, en fait. Donc, c'est la route le plus important. C'est totalement cohérent avec ce que vous nous avez dit tout à l'heure quand je vous disais quel est le rôle rêvé. Finalement, il n'y a pas de rôle rêvé, c'est un chemin et c'est une continuité et toutes les propositions sont belles à avoir. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une philosophie de vie ou une citation qui vous accompagne ? Un conseil au mieux ? Alors il y a une citation qui me fait marrer, que je trouve très juste et qui est assez banale parce qu'elle est très très connue. C'est une citation, si je dis pas de bêtises, qui est de... la citation c'est « Be yourself, everyone else is already taken ». Soyez vous-même puisque tout le reste du monde est déjà pris. Et c'est une citation de Oscar Wilde. C'est possible, mais je ne le sais pas, donc je ne veux pas qu'on dise de bêtises. Elle est pas mal la citation. Peu importe, elle est très belle et c'est Oscar Wilde. Qui a dit ça, bordel ? C'est Oscar Wilde. C'est Oscar Wilde ? T'es sûr ? C'est ce qu'on vient de me souffler. C'est vrai ? O-W ? Ok, ça part. Donc Oscar Wilde. Mais elle est bien cette citation, elle me plaît. Elle me plaît beaucoup et je trouve que... Et encore plus en tant qu'artiste, c'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, si on essaie de copier ou de prendre l'identité de quelqu'un d'autre pour exister, au final, de toute façon, on se fait prendre les pieds dans le... Donc, et un artiste qui réussit en étant vraiment en adéquation avec ce qu'il est et ce qu'il veut, c'est la plus belle des consécrations, je crois. Tout de suite, c'est votre portrait, Tom Leb, sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Et oui, parce que comme toujours, à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Toujours débriefer. Et c'est donc votre portrait vu par Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith, qui prend ses notes. Bonjour Cyrielle. Bonjour Judith. Bonjour Tom. Eh bien, on a un grand garçon très sage avec nous là aujourd'hui. Ah bon ? Ah oui. Ah, peut-être se cache-t-il ? Ah peut-être, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il se montre. Ah d'accord, ok, pourquoi pas ? Bah oui, parce que dans les trois mots, les trois adjectifs qui vous caractérisent, alors bon, d'habitude tout le monde se jette sur les mots, il y en a peut-être parfois un peu trop, et alors vous avez dit passionné, et après vous avez... Ouais, parce que je trouve que c'est dur de se définir. Ça dépend dans quoi aussi. Est-ce que je me définis dans ma vie perso, dans ma vie amoureuse, en tant qu'artiste ? 3 mots qui me définissent à quel moment ? C'est ça aussi. C'est une réponse un peu de branlette que je vous dis là, mais c'est vrai. Non, là, ou c'est alors, moins sage, je dis Cohen-Solal. Bah, c'est ça, je l'ai provoqué quand même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai été chercher quand même. Les garçons sages, non. Alors, moi, j'ai trouvé ça intéressant que vous soyez aussi bilingue. Donc, votre mère, elle n'est pas particulièrement anglophone ou américaine ou anglaise ou autre chose. Non. Donc, vous avez été vous chercher une autre langue. Moi, je trouve ça très intéressant quand même. Vous êtes parti vous chercher une autre langue. Ouais, c'est ça. Votre propre langue. Bon, on a compris qu'il y avait un désir de se trouver vous-même et de ne pas tout le temps être
rappeler à cette question de la filiation, qui est un peu lourde évidemment. Et donc je ne m'alourdirai pas sur le sujet, mais il y a quand même cette idée d'aller tellement se chercher que vous êtes trouvé dans beaucoup d'endroits. Donc ça, c'est très sympathique. Bien au-delà donc de cette question de filiation dont on pourrait dire les enfants ils font pareil que leurs parents, ou alors ils n'ont pas tellement d'efforts à faire. Nous, vous avez bien voulu montrer que vous êtes prêts à faire beaucoup d'efforts, et vous en avez fait énormément, avec beaucoup de succès, si je comprends bien, puisque ça fait quand même beaucoup de cordes à votre arc. Comédien, chanteur, musicien, duettiste, humoriste. Vous avez éclaté le plafond, on va dire ça comme ça. Là, vraiment, on ne peut pas dire que vous êtes juste reposé sur des lauriers qui n'auraient pas été les vôtres. Non, vous avez trouvé votre propre couronne, elle n'est pas si mal. Et je sens que, malheureusement, mais aussi pour le bonheur de tous, vous continuez à chercher, puisque comme vous l'avez dit pour les questions à la fin, pour un artiste, il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est vrai. On n'est jamais vraiment satisfait, et surtout quand on veut démontrer quelque chose, dès que quelque chose est acquis, finalement on se dit mais il y a encore autre chose pour arriver à bien dire que. Et c'est pour ça que je disais, c'est pas toujours facile, parce qu'il faut toujours ramer, et on n'est jamais content, mais c'est pour le bonheur de ceux qui sont là pour vous écouter, pour vous entendre, pour c'est marrant, parce que moi je me dis toujours que, et je le ressens, quand le rêve est atteint, le rêve n'existe plus. Et ça, c'est quand même un truc chez les artistes qui fait que, en fait, la fameuse ligne d'arrivée, à chaque fois elle se décale, et donc c'est constant. Moi, j'ai rêvé de certaines choses qu'une fois que je les ai eues, il me fallait autre chose. Mais est-ce que vous aviez déjà d'autres rêves quand vous avez eu ce que vous vouliez au départ ? Oui. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc c'est ce qui fait qu'on n'est pas, déçu, lassé ou. Non. Ah non, oula, non, jamais. Et alors, je sais pas, vous l'avez pas dit, mais vous avez des enfants vous-même ? Je n'ai pas d'enfant moi-même. Mais on ne sait pas. Il est encore temps. Oui, il est encore temps. Toujours. Ouais. Non, je pose cette question parce que je me dis, vous en avez sacrément à transmettre, vous aussi. Donc ça sera bien. Tellement de choses. Je dis qu'elle veut des enfants à chaque fois. Non, moi je veux pas. Non, je veux pas. Je dis simplement qu'avec tout ça, tout ce talent et toute cette envie de partager avec le public, à partir de tellement de médias différents, alors oui, on se dit que vous avez vraiment de quoi transmettre, et que ça serait très enrichissant. En attendant, tout le monde en profite, ça c'est clair. Voilà, donc j'aime bien quand vous avez répondu à Cyrielle à la fin sur... vous avez dit soyez vous-même parce que le reste du monde est déjà pris. Et alors c'est marrant quand vous avez commencé à dire j'ai une citation, alors moi j'ai pensé à une citation immédiatement, enfin une citation, c'est une petite... parole de sage. Parce que c'est vrai qu'avec un nom pareil, on ne sait pas pourquoi vous n'êtes pas juif. Lev, ça veut dire cœur. Donc, et la toute base, c'était Lebovitch. Ah, donc oui, vous êtes juif alors quelque part. Lebovitch, là, vous y échappez pas. Là, je suis en plein dedans. Là. C'est une discussion que nous avions eue avec Michel et c'était resté en suspens. Il était venu et il avait parlé de ça. Voilà, il fallait que vous veniez ici. Alors, pour le coup, c'est lui qui en sait plus. Mais sa mère n'était pas juive, ma mère ne l'est pas. Donc, si on suit vraiment. Mais le père, oui, il y a une filiation par le père. Non, son père à lui, non. Mais les Bovitch. Donc c'est un peu plus loin encore. Avant. Ouais. On ne sait pas. En tout cas, on ne sait pas. En tout cas, ça peut remonter à je ne sais pas quoi, mais c'est pas rien. Et puis vous avez le nom, le patronyme, ça accompagne. C'est insignifiant aussi. L2EB. Ça veut dire quelque chose en hébreu ou c'est Non, Lev, ça veut dire le cœur. Mais Lev, ça s'écrit pas en phonétique. Oui, ça s'écrit pas dans cette langue-là. Donc, Lev, on s'en fiche. Vous savez que cela dit, les voyelles, elles sont en plus en hébreu. Donc, c'est les consonnes qui sont marquées. Les voyelles, ce sont des petits points et qu'on enlève dans le courant. Parce que, voilà, on a les points que dans la lecture de la Bible. Et sinon, si vous lisez le journal ou autre chose, il n'y a pas de voyelles. Et ce qui est très compliqué à déchiffrer pour ça. C'est dingue, ça, je ne savais pas. Vous avez Lev, qui est le cœur. Voilà. Je suis ravi. Au cœur de tout. Alors, je vous donne cette petite... Au cœur de tout. Là, vous avez voulu être au cœur de tout. Alors, je vous donne cette petite parole des sages, Pirkei Avot. C'est parole des pères, d'ailleurs. Donc, pardon. Non, mais très bien. Mais voilà, qui se transmet. Et ça dit « Im anani li », c'est-à-dire, je vais vous le faire en français pour la suite. « Si je ne suis pas moi, qui le sera ? Si je ne suis que pour moi, alors qui suis-je ? Et si pas maintenant, alors quand ?» Super. Est-ce que vous pouvez la dire en hébreu ? Alors, imenanili mili, imrakanili azmi ani, ve imlo arshav azmatai.
Super. On va finir sur ces mots magnifiques en hébreu de Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les mardis sur Radio J. Merci. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Tom Leb. Vous êtes venu nous voir pour votre nouvel album Bedrock. Merci pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient. Je voulais vraiment vous dire merci à tous pour cet entretien et cet échange tous ensemble, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à être là, beaucoup de plaisir à entendre ce que vous pensez de ma musique, à parler de ma musique, à parler de mes projets. On m'a fait rire, on m'a dit des choses psychanalytiques plutôt pas mal, et toute la partie sur le théâtre m'a aussi fait beaucoup de bien, puisque c'est une pièce que j'ai portée dans mon cœur pendant plusieurs mois, donc c'était un plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Un plaisir tout à fait partagé. Merci beaucoup, Tom Leb, d'avoir été en direct avec nous sur Radio J. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et Ethan Anoukayev. À la préparation, à l'aide pour cette émission, Hugo Davier. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec mon invité, l'humoriste Édouard Deloignon, pour son spectacle Grandira plus tard au Théâtre Le République. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et dans un instant, après la musique, le journal sur Radio J.